Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc la coopérative La Louve est heureuse de vous recevoir pour son 3e événement qui a comme thème les saveurs de la terre. Et nous avons le plaisir de recevoir 2 agronomes de renom et un praticien de l'agriculture qui va nous parler donc de son expérience, de sa très grande expérience. Le thème de ce soir, ce sera bien sûr le thème de l'agriculture, comment passer à un autre modèle d'agriculture, les difficultés de passer à ce modèle, le principe de l'agroécologie, dont nous avons le représentant illustre, qui va, pour sa 3e conférence de la journée, nous a fait le plaisir de venir parmi nous. Et nous introduirons aussi, avec en particulier M. Jacobson, responsable du potager du roi, la notion de saveur, la notion de goût. Bio, c'est bien, mais aussi il faut que ça ait du goût et il faut que ce ne soit pas un luxe, que ce soit du goût. Il nous en parlera. Et c'est Nadia, qui est agronome de formation, qui va animer le débat. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je tiens à vous remercier de vous êtes déplacés aujourd'hui. Nous avions... Pardon ? Il n'y a pas de micro. Oui, là, il va bien. C'est mieux, ouais. Nous avions une 4e invitée qui était prévue, qui est Madame Godard. Alors aujourd'hui, elle est malade, elle est souffrante, donc elle s'excuse. C'était une agricultrice bio qui était en Île-de-France. Donc elle ne pourra pas être là ce soir, mais nous avons quand même 3 personnes que nous sommes ravis d'accueillir ce soir à La Louve. Donc nous allons peut-être commencer par un petit tour de table. Donc je vais vous proposer de vous présenter chacun d'entre vous, 2-3 minutes, alors c'est succinctement, mais de façon un petit peu introduire ce que vous faites, votre formation. Ça ne marche pas. Oui. Ça va pas bien. Ouais, on va partager. Ouais. Ah oui. Oui. Excusez. Je recommence ou non? Bon, donc je vais vous laisser vous introduire 2-3 minutes. Votre formation, peut-être, pour certains, ou vous aussi. Et puis aussi vos attributions actuelles et passées, surtout celles qui ont un lien avec le thème de la soirée. Donc, moi, je suis Gérard Boinon. Je suis du département de l'Ain, paysan dans le département de l'Ain. Une formation agricole, c'est-à-dire brevet professionnel agricole, avec une suite en maison familiale, tout simplement. Peu importe, après, il y a eu beaucoup de formations individuelles et permanentes, bien entendu. Donc, je fais partie de ces... Et je me suis installé en 1972. En 1972, je suis devenu exploitant agricole. Voilà, installé. Et puis, au fil du temps, et j'y croyais à cette agriculture chimique industrielle, et je suis rentré à plein pied dedans. J'étais persuadé qu'avec cette agriculture-là, on allait nourrir la planète. Et jusqu'en 1984, où j'ai eu un accident chimique, je me suis retrouvé à l'hôpital avec une urticaire géante intérieure-extérieure. J'ai eu la vie sauve parce que je suis parti à l'hôpital avec le bidon qui m'avait empoisonné. Et ils ont pu faire le protocole c'est-à-dire qu'ils ont pu faire le protocole de désempoisonnement sans attendre le résultat de la prise de sang, puisqu'ils avaient la molécule qui m'avait empoisonné. Voilà, j'ai fait 3 jours d'hôpital. Je peux vous parler ce soir parce que justement le protocole a été fait à temps. Autrement, si je n'étais pas parti avec le bidon, je ne serais pas là ce soir. Ça, c'est sûr. Depuis cette date-là, je suis handicapé, puisque en rentrant, j'ai eu un handicap, puisque à partir de cette date-là, je suis devenu impuissant. Et quand tu vis ça dans ta propre chair, au jour le jour, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je continue de m'empoisonner, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est les paysans les premières victimes? Et est-ce que tu continues d'empoisonner les gens qui vont manger tes productions? Et là, pour moi, ça a été un vrai dilemme. Et je voulais passer en agriculture bio.
Mais j'ai pas pu parce que quand j'étais agriculteur chimique et industriel, j'avais construit une porcherie de type industriel sur des ports sur Caillebotis et je ne pouvais pas la déconstruire. C'était une porcherie Crédit Agricole. Donc, mais malgré tout, je me suis mis à faire plein de choses et j'ai changé de statut. Je suis passé du statut d'exploitant agricole au statut de paysan. Alors, quelle est la différence que je mets là derrière? L'exploitant agricole, dans le mot exploitant agricole, il y a le mot exploiter. J'exploite la terre, j'exploite éventuellement les salariés qui travaillent sur mon exploitation, mais je me fais exploiter par toutes les transnationales qui sont là pour me vendre leurs produits de mort. Alors qu'un paysan, c'est quelqu'un qui naît, qui vit, qui travaille et qui meurt au pays. Et à partir de ce moment-là, eh bien, malgré que je ne pouvais pas abandonner des choses que j'avais mis en place, j'ai fait un certain nombre de choix. Je n'ai pas pu passer en agriculture biologique, mais j'ai pu faire un certain nombre de choses. Et je me suis mis à travailler, notamment avec les insectes auxiliaires ou les oiseaux auxiliaires. Et si on a un peu de temps, je vous parlerai comment j'ai travaillé avec la mésange bleue sur ma ferme. Et ça, c'est apprendre à les faire reproduire, à les faire transhumer et tout ça. Eh bien, au bout d'un certain temps, voilà ce que j'ai appris, ce que je sais faire maintenant, et puis que je peux en témoigner. Monsieur Dufumier. Donc, Marc Dufumier. Donc, aujourd'hui, je suis professeur émérite à ce qu'on appelle l'AgroParisTech. C'était l'Institut national agronomique de Paris-Grignon. Et je suis agronome de formation. J'ai surtout une expérience dans les pays du Sud, les pays du tiers-monde. Alors, j'ai vécu une dizaine d'années à l'étranger, entre Madagascar, le Venezuela, le Laos. Je suis devenu donc enseignant-chercheur à l'Institut national agronomique de Paris, tout en continuant de porter des appuis à des projets de développement agricole, ruraux, aménagement du territoire, surtout quand même dans les pays du Sud. Alors ceci étant, évidemment, j'ai quand même côtoyé l'agriculture française. Aujourd'hui, alors je suis dans plusieurs casquettes multiples, mais peut-être au comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, ce qui me permet aujourd'hui d'être, on va dire, dans un deuxième cercle par rapport à la COP21, essayer, tant bien que mal, de mettre quelques idées nouvelles dans ces négociations. Et je suis aussi président de la plateforme du commerce équitable. Voilà. Et aussi président de la Fondation René Dumont. Et aussi président de la Fondation René Dumont, donc à l'Institut national agronomique. Donc il y avait René Dumont, il y a eu Marcel Mazoyer. J'ai pris la succession de Marcel Mazoyer. Et c'est Hubert Cochet aujourd'hui qui me succède dans cette équipe. Monsieur Jacobson. Bonsoir. Donc, je m'appelle Antoine Jacobson. J'ai toujours été fasciné par les paysans. Moi, je viens d'une famille qui ne vit pas dans le même pays où ils sont nés depuis 4 à 5 générations, pour des raisons religieuses, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Donc, j'ai toujours bougé, j'ai toujours été intéressé par les gens qui étaient dans un endroit, qui pouvaient dire qu'ils étaient nés et éventuellement morts dans un seul pays. Je me suis donc intéressé à ces pays-là. Mais en devenant agronome, j'ai aussi appris que les décisions, les choix techniques qu'on pouvait faire en tant qu'ingénieur, les questions qu'on allait résoudre, avaient aussi des effets qui étaient bien au-delà d'une simple réponse à une question technique. L'ingénieur, il va passer du point A au point B, mais il ne se pose pas la question de pourquoi on est au point A ou à quel point, pourquoi est-ce qu'on va vers ce point B. Donc je suis devenu historien. Et quand je suis tombé en quelque sorte dans cette institution qui est l'École nationale supérieure de paysage, qui a la gestion du potager du roi, de ce site créé par Louis XIV à partir de 1678, j'ai un certain nombre d'amis qui m'ont dit « Ah, Antoine, tu as finalement trouvé l'exploitation agricole que tu n'as pas trouvée à tes 20 ans. » Donc on va poursuivre avec peut-être une présentation de Monsieur Dufumier. Vous allez nous expliquer un petit peu le type d'agriculture pour laquelle vous militez et pourquoi.
Donc on va parler d'agroécologie, on est là pour parler de ça. Donc expliquez-nous un petit peu cette agriculture-là, en quoi pour vous elle peut proposer des solutions. Donc je vais vous laisser peut-être 10-15 minutes pour introduire l'agroécologie. Ok, merci. Donc pour vous présenter l'agroécologie, je voudrais d'abord rappeler un peu ce qu'est notre agriculture industrielle. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour parler de la France, les transformations agricoles se sont beaucoup inspirées de principes qui nous viennent de l'industrie, à savoir, si on veut produire le moins cher possible, si on veut conquérir des parts de marché, sur le marché intérieur en France ou à l'export, il faut jouer la politique du prix minimum et diminuer les coûts de production. Diminuer les coûts de production, ça veut dire on va essayer de remplacer les gens par des machines. Donc ça a été la motorisation de notre agriculture en France. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, c'est la question des éleveurs bretons. Vont-ils ou pas investir dans des robots de traite? Et combien d'animaux pourront soigner les éleveurs bretons dans les années qui viennent? Quelle devra être la taille des troupeaux pour essayer de vendre un lait qui ne soit pas trop cher, qui soit compétitif, avec des fermes de 1000 vaches qui existent peut-être déjà en République tchèque ou autre. Et puis, dans les grandes régions céréalières, la question, c'est est-ce qu'on pourrait produire un pain qui ne soit pas cher, donc un blé qui ne soit pas cher? Est-ce qu'il ne faudrait pas, pareil, remplacer les gens par des machines, le tracteur, la moissonneuse-batteuse, la charrue 2 fois 12 socs réversible? Et vous comprenez bien que ces agriculteurs, que ce soit éleveurs ou agriculteurs en l'occurrence, quand ils commencent à faire de gros investissements avec un cahier des charges qui leur vient de l'agro-industrie, si vous pouviez nous apporter un produit le plus standard possible, quoi. Quand un atelier de découpe de canards en France essaye d'acheter des canards, vous savez que les ateliers de découpe, l'industrie, c'est tout à la chaîne. Le canard, il est ébouillanté, il est plumé, il est épilé, il est éventré, il est viscéré, il est découpé. Plus tard, il est en sachet. Tout ça est à la chaîne. Et il n'y a rien de plus insupportable pour un industriel de voir un fermier qui arriverait avec 10 canards, un petit, un gros, un tordu, etc. Le premier en plume, il saigne. L'autre, on l'éventre, il a encore des plumes. C'est insupportable. Donc, s'il vous plaît, les agriculteurs, vous nous apportez une matière première, ce qui est pour d'ailleurs injurieux pour un agriculteur, parce que déjà, son produit agricole, autrefois, c'était quand même un produit fini, savant et autres, une matière première, la plus standard possible, et de toute façon, si ça ne correspond pas au cahier des charges, pénalité, 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 vous ne serez pas payé correctement. Donc voilà des agriculteurs qui ont été lourdement endettés, qui, pour amortir leurs investissements, se trouvent contraints de se spécialiser, c'est-à-dire que quand on investit dans un robot de traite, on ne va pas commencer à faire de la culture du lin qui exigerait un nouveau matériel, etc. Et quand vous êtes céréalier ou culture industrielle dans le bassin parisien, quand je propose de remettre de l'élevage, quelques brebis, quelques chèvres, on a envie de m'étrangler, on a dit on n'a pas encore remboursé nos emprunts, vous n'allez pas nous demander de diversifier les équipements et ce genre de choses. Donc on se spécialise, à la Bretagne l'élevage, au bassin parisien les céréales, au baron de Languedoc, les vignes. Et ça aujourd'hui, on le sait, ça nous coûte très cher. Ce fameux lait pas cher, il nous coûte très cher. On paye des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. On paye des impôts, ou en tout cas des taxes, pour que notre eau devienne potable, sans trop de nitrate, sans trop d'atrazine. Et plus grave encore, avec les produits ancides, c'est-à-dire les produits nématicides, herbicides, fongicides, acaricides et autres que les grands producteurs en agriculture industrielle, avec les dégâts occasionnés parfois, ça a été dit, les agriculteurs sont souvent les premières victimes. Mais enfin, on sait aussi que l'exposition dans nos fruits et légumes, notamment la génération jeune, qui se retrouve exposée même à faible dose, mais de façon prolongée depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, en tout cas après la puberté, on leur prédit quand même aujourd'hui à ces jeunes une espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer hormonodépendant, cancer de la prostate par exemple pour les hommes, de 10 ans inférieur aux gens de ma génération qui, quand nous étions fœtus, n'étions pas exposés à ça. Je vous dis tout de suite, mes contradicteurs me disent, monsieur le fumier, ce n'est pas avéré, ce n'est pas statistiquement avéré. Ils ont raison. C'est un modèle prédictif de scientifiques qui connaissent bien la molécule, qui connaissent bien nos glandes endocrines, qui connaissent bien la physiologie du corps humain, et ils nous prévoient ça. Et ce n'est pas encore statistiquement avéré, parce que c'est dans 35 ans qu'on pourra vérifier si effectivement la moyenne d'âge d'apparition d'un cancer de la prostate ou de Parkinson, elle est, pour les jeunes, 10 ans plus précoce en moyenne que les gens de ma génération.
Vous voyez bien, on ne va pas attendre 35 ans. Puis n'oubliez quand même pas qu'à 30 ans, il y avait des scientifiques qui nous prédisaient, ce n'était pas scientifiquement avéré, le réchauffement climatique global. C'est seulement maintenant où on peut dire, ah ben oui, là, au cours des 30 dernières décennies, les vendanges sont 10 jours plus précoces en moyenne que les 30 décennies, les 30 années antérieures. Donc, on ne va pas attendre non plus que ce soit statistiquement avéré pour essayer de changer. Alors effectivement, l'idée, c'est ce dont on va surtout parler, et je crois qu'il va y avoir des extraits de films intéressants. Y a-t-il des alternatives à cette agriculture industrielle? Alors très rapidement, la réponse, elle est oui. C'est des agricultures inspirées de l'agroécologie. Ce que j'appelle l'agroécologie, alors Pierre Rabhi vous dira, c'est une éthique de vie, et j'ai rien contre de tels propos, mais moi je vais vous présenter l'agroécologie comme une discipline scientifique. De même que l'écologie, il y a l'écologie scientifique avec des écologues, il y a peut-être l'écologie politique avec des gens qui ont une philosophie, une éthique, une politique. Mais en termes scientifiques, l'agroécologie, c'est la discipline qui essaie de rendre intelligible l'objet de travail des agriculteurs, qui n'est pas le sol, la plante, le troupeau pris séparément, mais un agroécosystème. Alors, les extraits de films que vous allez voir sont remarquables, mais l'objet de travail des agriculteurs, toute technique agricole a un impact et sur le sol et sur les plantes cultivées, les plantes sauvages et sur les animaux domestiques et les insectes, les mésanges, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, c'est un écosystème, c'est un agroécosystème, un écosystème aménagé par des agriculteurs. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, si on regarde un bocage, c'est pas naturel. Hein. On aurait essayé la nature, ce serait de la forêt ou ce serait des landes. Et néanmoins, dans l'histoire de l'humanité, il fut des époques où l'humanité a été capable de créer des agroécosystèmes, des écosystèmes nouveaux, des écosystèmes aménagés par les agriculteurs et qui ont été la source d'une nouvelle biodiversité, qui étaient capables de nourrir des gens en population croissante, institutionnellement, sans déséquilibre écologique majeur. Et la rizière, parce que j'ai fréquenté pas mal les rizières, à l'origine, pareil, une rizière, ça n'a rien de naturel. Hein. On n'aurait pas aménagé des rizières, ce serait un marais. Mais la rizière, c'est un écosystème, il y a du riz, il y a des escargots, il y a des grenouilles, il y a des poissons, il y a des canards, et les canards picorent les mauvaises herbes, enfin mangent les mauvaises herbes, picorent les insectes ravageurs du riz. Enfin, tout ça est très compliqué. Et l'agroécologie, c'est la discipline scientifique qui est capable éventuellement d'expliquer tout ça et qui peut venir du coup en aide, à la condition de ne pas dire aux agriculteurs voilà comment vous devez faire, mais d'expliquer ce qui leur arrive dans leur champ, dans leur environnement. Et cette agriculture inspirée de l'agroécologie, pour faire court, elle va essayer de faire l'usage le plus intensif possible de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire. Pas de pénurie d'énergie solaire avant 1,5 milliard d'années. Donc moi, je suis pour l'agriculture intensive. Si l'agriculture intensive, c'est faire l'usage intensif des rayons du soleil. Sauf que ça veut dire couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Que toute l'énergie solaire tombe sur des feuilles capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Cette énergie alimentaire, c'est du sucre, c'est de l'amidon, l'amidon du blé, l'amidon de la pomme de terre, et c'est des huiles, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive. Ce sont des hydrates de carbone. La plante est capable de fabriquer des hydrates de carbone en prenant le carbone. Où ça? Dans le gaz carbonique. Où ça, le gaz carbonique? Dans l'atmosphère. Y a-t-il pénurie de gaz carbonique annoncée dans les années qui viennent? Pas du tout. C'est un gaz à effet de serre, c'est pléthorique. Si les agriculteurs peuvent faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante prend le carbone, libère l'oxygène, fabrique du sucre, des lipides, de l'amidon, pourquoi pas de la paille. Et si la paille est enfouie, ça fabrique de l'humus et on séquestre du carbone dans le sol, alors là, je suis pour l'agriculture intensive. Désolé, si c'est ça intensif, faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable, pas de pénurie avant 1,5 milliard d'années de rayons du soleil, si c'est faire l'usage le plus intensif de ce qui est pléthorique, ce gaz carbonique, alors j'en conviens dans la discussion, et je pense qu'on aura l'occasion de discuter, si on veut que la plante intercepte le gaz carbonique, elle prend le carbone et libère l'oxygène. Le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Et votre maïs, évidemment, l'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil ne servent à rien, c'est vraiment un peu idiot. Au mois d'avril, vous semez du maïs à grand écartement, si les rayons du soleil tombent entre les rangées de maïs, ça fait encore des rayons du soleil qui ne servent à rien, je trouve ça encore un peu idiot. Et quand enfin au mois d'août, ça y est, votre maïs recouvre la surface du sol, vous êtes heureux, ça y est, enfin tous les rayons du soleil vont être interceptés par les feuilles, avec l'espoir que ça le transforme en énergie alimentaire, sauf qu'au mois d'août, il pleut peu, le maïs manque d'eau dans le sol, et le maïs a cette capacité que nous, on n'a pas, quand il fait chaud, sec et qu'elle manque d'eau, nous, il faut qu'on boive tout de suite, sinon on meurt, la plante, elle arrête de transpirer en fermant les orifices par lesquels elle transpire.
Sauf que c'est par ces mêmes orifices qu'elle parvenait à prendre le gaz carbonique. Bref, on a tout faux. La monoproduction de maïs en Charente jusqu'au Béarn, ça s'appelle avoir tout faux. Enfin, de toute façon, toute monoculture, c'est avoir un peu tout faux. Donc, il faut gérer l'eau de pluie, faire en sorte que toute l'eau de pluie s'infiltre. Il ne faut pas qu'elle ruisselle. Mettez-lui des barrières au ruissellement. La haie, bien sûr, ça évitera les inondations dans la vallée. Mais le mieux encore, c'est la couverture végétale la plus totale et la plus permanente. Hiver, printemps, été, automne, et saison des pluies, saison sèche si vous êtes sous les tropiques. Mais couverture végétale la plus totale possible. L'eau va être arrêtée par une racine, plus tard par une feuille, plus tard par un ver de terre. Enfin, qu'importe, ça va s'infiltrer. Vous voulez que l'eau s'infiltre, il faut que le sol soit poreux. On a longtemps pensé labour. Mais il y a d'excellents films qui vous diront non, aujourd'hui on pense technique culturelle simplifiée, zéro labour. On va essayer d'éviter de labourer le sol parce que le carbone de l'humus retourne à l'état de gaz carbonique. Ce n'est pas génial. Mais du coup, ce sera le ver de terre qui va creuser des galeries et rendre le sol perméable. C'est toute la biologie des sols, en fait, qui vous rendra ça perméable. Donc on n'est pas sans savoir-faire en la matière. Mais enfin, c'est en fait une transition, une révolution technique. On va le voir. Maintenant, vous voulez que l'eau qui s'est infiltrée reste à disposition des racines. Il faut que le sol... Alors, qu'est-ce qui fait que l'eau ne va pas tout de suite aller en profondeur et reste éventuellement à la surface à disposition des racines? Ça peut être l'argile, mais on ne peut pas enrichir un sol en argile. Un sol sableux restera un sol sableux. Mais on peut l'enrichir en humus. Et l'humus retient l'eau. Et l'humus, c'est beaucoup de carbone, le carbone de la photosynthèse, celui des pailles, celui des résidus de racines qui se décomposent. Sauf que le microbe qui essaie de fabriquer l'humus, qui mange le carbone de la paille, s'il lui manque un peu d'azote, eh ben, il n'achève pas son boulot. Et la paille que vous essayez d'enfouir, eh ben, elle va se réoxyder et retourner à l'état de gaz carbonique. Donc il y a un problème de dosage, beaucoup de carbone pour fabriquer de l'humus, mais quand même un peu d'azote. Et l'azote, d'où ça vient? Dans l'air. Quel pourcentage? 79%. Combien de siècles avant de passer à 60%? Des millénaires. Donc je propose que les agriculteurs fassent l'usage le plus intensif de l'azote de l'air que nous respirons, vous et moi. C'est un gaz inerte pour nous. Mais cet azote, il ne va pas seulement permettre de fabriquer de l'humus pour les microbes qui vont fabriquer de l'humus, mais c'est le constituant essentiel de nos protéines. Dans notre alimentation, on a besoin de calories alimentaires. Ça, c'est la photosynthèse, l'énergie solaire transformée en énergie alimentaire, les hydrates de carbone. Mais on a besoin de protéines, constituants essentiels du corps humain, du sang, la chair, les os, les larmes, les cheveux, les ongles. Tout ça, c'est de la protéine et on est obligé de renouveler. Tous les jours, on est obligé de manger notre ration de protéines parce que les tissus du corps humain, ça s'use, ça se décompose et, y compris, ça repart dans les urines. Il y a beaucoup d'azote qui repart dans les urines. Mais l'azote est un constituant essentiel des protéines. Et les protéines, ce sont ces fameux hydrates de carbone sur lesquels on doit rajouter de l'azote. Et le vrai problème, il est là, c'est que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, c'est très coûteux en énergie. Alors, deux solutions. Vous voulez qu'un blé soit panifiable, riche en protéines, attention quand même au gluten, mais riche en protéines, vous lui apportez des engrais azotés de synthèse, urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, très coûteux en énergie fossile. Vous savez que l'usine de Toulouse a explosé, c'était le gaz de lac. Maintenant, pour fabriquer des engrais azotés de synthèse en France, on importe du gaz naturel russe, dont l'approvisionnement nous est assuré, quoi qu'il arrive en Ukraine, bien sûr. Enfin, ça, c'est pour vous faire peur. Mais, en tout cas, c'est coûteux en énergie fossile. Fabriquer des engrais azotés de synthèse pour que notre blé soit riche en protéines, franchement, c'est nul. C'est désuet. Ça, c'est du passé. L'agroécologie, et de plus, les engrais azotés de synthèse, c'est très émetteur de protoxyde d'azote, qui est le gaz le plus réchauffant pour ce qui est de l'agriculture française. 51% de la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique global, c'est le protoxyde d'azote, ce gaz qui est émis quand on épand des engrais azotés de synthèse. Donc, oubliez ça, c'est désuet. L'agriculture moderne, postmoderne, celle de demain, ben ce sera, il y a des plantes, on les appelle les légumineuses. Si vous voulez alimenter des vaches, vous appellerez ça luzerne, trèfle, sainfoin, lotier, vesse. Si vous voulez nourrir des cochons, vous appellerez ça soja. Ça nous vient du Brésil. On peut en cultiver dans le Béarn, mais ça peut s'appeler aussi févrole, pois fourragé, lupin. Et si vous voulez l'alimentation humaine directe, ça s'appellera lentilles, petits pois, haricots, fèves, enfin voilà, des légumineuses. On n'en manque pas. Et au Sénégal, ce sera l'arachide. Au Congo, ce sera le pois Congo. Au Mali, le pois Bambara. Enfin, on ne manque pas de légumineuses dans aucun des pays du monde. Et ces plantes sont capables d'intercepter l'azote de l'air en circuit court, fabriquer des protéines. C'est les microbes qui les aident à faire ça.
Ces microbes parasitent la plante, un peu l'énergie de la plante, et avec cette énergie parasitée, fabriquent des protéines, et les microbes, vachement sympas, refilent ça à la plante. Donc on a des plantes riches en protéines, en circuit court, avec de l'azote venant de nos terroirs. Et en plus, une fois récolté, vous avez un résidu racinaire dans le sol riche en azote. Donc quand vous semez des lentilles, des lentillons entre deux rangées de blé, le microbe qui va commencer à manger le carbone de la paille du blé, il n'est pas mécontent de trouver l'azote des résidus de racines du lentillon et il vous fabrique un humus sans même que vous ayez à faire de fumier. Le bon dosage carbone-azote. Alors évidemment, vous avez le droit aussi de faire des prairies temporaires et après, le sol riche en azote va fertiliser la betterave, le colza, le tournesol qui viendra ensuite dans la rotation, sans que vous soyez contraint de mettre des engrais azotés de synthèse pour la betterave, pour le colza ou le tournesol. Donc on s'épargne des importations de gaz naturel russe, on s'épargne des émissions de protoxyde d'azote, on est conforme au protocole de Kyoto, à des engagements, j'espère qu'on prendra à la COP 21. Enfin, je veux dire, c'est d'intérêt général de produire en France des protéines françaises sur le territoire français avec de l'azote français pour des animaux français. Plus franchement. Alors, juste pour vous dire, ceux qui veulent applaudir le franchouillard du fumier, que quand je suis au Brésil et que je dis on va mettre des droits de douane à votre soja transgénique de surcroît parce qu'on veut produire des protéines françaises sur le territoire français avec de l'azote français en circuit court, les Brésiliens me répondent, mais vous savez, monsieur Dufumier, on n'est pas fiers de produire du soja pour nourrir vos cochons, pour nourrir vos volailles, pour nourrir vos ruminants, alors que nous, Brésiliens, on aimerait bien nourrir des Brésiliens. Oui, nos usines d'aliments du bétail solvables achètent des aliments du bétail en provenance du Brésil que les pauvres Brésiliens ne parviennent pas à acheter parce qu'ils sont trop pauvres. Oui, le Brésil aurait tout à fait intérêt à ce que son maïs, son soja, sa viande servent d'abord à nourrir des Brésiliens avant d'être à l'exportation et surtout à l'exportation pour nourrir des cochons. Donc, sachez que tous les peuples du monde auraient intérêt à gérer en circuit court le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau. Maintenant, il me reste dernière partie du cours d'agroécologie, parce que je sens que Nadia va me dire « Ouh là là, ton temps !» c'est les éléments minéraux. On a besoin de calcium pour les eaux, on a besoin de phosphore pour phosphorer, pas seulement, hein, c'est un constituant essentiel. La plante en a besoin, et nous, on en a besoin dans notre alimentation, des oligo-éléments, etc. Ça, c'est vrai, on les prend dans le sol. Remarquez, jusqu'à présent, je dis la lumière, ça vient de très haut, le gaz carbonique, c'est l'atmosphère, l'azote, c'est l'atmosphère. N'empêche que je vous ai déjà parlé au moins 3 fois de sol, l'humus, le ver de terre, la porosité, etc. Le sol, c'est décisif. La biologie des sols en particulier. Mais c'est vrai que la plante prend des éléments minéraux qui vont dans l'alimentation, qui servent à nous nourrir. Et du coup, il faut bien en remettre. Et là, je ne vous cache pas la mauvaise nouvelle. Alors par contre, si la bonne nouvelle, c'était qu'il n'y a pas de pénurie de rayons de soleil avant 1 milliard d'années, le gaz carbonique étant... Alors c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a trop, mais pour l'agriculteur, faire un usage intensif, c'est aucun problème. L'azote de l'air, il n'y a pas de pénurie annoncée. Pour les éléments minéraux, le phosphore, là, très honnêtement, les experts ne sont pas forcément tous d'accord, mais ils nous annoncent que d'ici 3-4 décennies, il va y avoir aux mines de phosphate ce qui nous arrive avec le pétrole, c'est-à-dire relative pénurie, en tout cas coût d'exploration, coût d'exploitation de plus en plus coûteux. Donc là, il nous faut être très économe. Et là, j'ai envie de vous dire, alors il n'y a pas 36 solutions, il faut recycler. Et le meilleur recyclage, c'est quand même le fumier. Vous savez, si en Bretagne, enfin, ne pas élever sur caillebotis. Caillebotis, ça veut dire qu'on l'élève sur le ciment, après il y a un grillage, le lisier liquide va tomber dans une fosse, c'est du lisier, c'est liquide, c'est du nitrate, vous pouvez éventuellement l'étendre sur vos cultures pour fertiliser, n'empêche que tout ça est soluble, tout ça part avec les eaux de surface, avec les souterraines. En France, ça fertilise des algues vertes sur le littoral breton. Moi, je ne trouve pas intelligent d'aller chercher de l'azote au Brésil pour nourrir des cochons en surnombre qu'on ne met pas sur la paille, on ne sait plus fabriquer du fumier. Ensuite, ça, la fosse, et ça fertilise des algues vertes. Et dans le bassin parisien, où il n'y a plus de fumier, parce qu'il n'y a plus d'élevage, donc il n'y a plus l'urine des animaux, à défaut d'urine, on met de l'urée, et l'urée, on le fabrique avec du gaz naturel russe et norvégien. Franchement, ne m'appelez pas ça circuit court, on a tout faux. Mais l'agriculture alternative, c'est précisément celle qui, avec les légumineuses, en mettant les animaux sur la paille, l'urine de la paille rejoint le carbone de l'urine des animaux, rejoint le carbone de la paille, ça fabrique du fumier. Le fumier, vous le remettez dans le sol, ça fabrique de l'humus. Et j'allais dire, le phosphate, on va aussi le recycler comme ça, pour éviter qu'il aille sur le littoral fertiliser des algues vertes. Et où est-ce qu'on pourrait trouver des éléments minéraux, dont le phosphore, ailleurs que dans les mines de phosphate?
Là, il y a deux solutions possibles. Enfin, il y en a une qui est parfois utilisée en agriculture biologique, mais qui n'est pas une solution court-moyen terme. Vous avez des agriculteurs en bio, parfois, qui mettent de la poudre de roche, c'est-à-dire une poudre de roche. Donc, entre nous et le magma, ça, des épaisseurs de roche, il y en a. Sauf que la teneur dans ces éléments minéraux est souvent très faible. Et du coup, et de toute façon, pour que ça devienne assimilable, il faudrait en faire une poudre très fine, ce que font certains, et très très fine, pour que ce soit assimilable par la plante. Alors vous devinez, c'est très coûteux en énergie. C'est une solution qui n'est pas celle de demain. Tant qu'on est encore dépendant des énergies fossiles, je vous propose qu'on ne fasse pas de la poudre de roche avec nos calcaires, nos grès, nos schistes, etc. Mais par contre, en sous-sol, là où la roche-mère, le granit, le schiste, est altéré par le climat tous les ans, il y a des silicates qui sont hydrolysés, la silice s'en va, et ça libère ce qu'on appelle des cations échangeables, des éléments minéraux, ou des anions, le phosphate, bref, des éléments minéraux. Et ce n'est pas accessible à une racine de blé. Par contre, ça peut être accessible à des racines d'arbres. Et si vous avez des arbres à de racines suffisamment profondes, qui sont capables d'intercepter les éléments qui, tous les ans, dans la roche-mère, sont libérés par l'altération de la roche-mère, ça remonte avec la sève, ça se met dans les feuilles, et quand la fleur morte tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Et ça, c'est quand même une façon, en circuit court, d'aller chercher les éléments minéraux en profondeur et de les remettre à la surface. Vous l'avez compris, ça veut dire des haies, ça veut dire des pommiers dans la prairie, ça veut dire des cultures sous parc arboré, ça veut dire quelque chose qu'on appellera éventuellement agroforesterie. Bref, c'est savant. Et puis de plus, quand vous remettez des haies, ça fait brisant. Et puis de plus, quand vous mettez des haies, ça héberge éventuellement des coccinelles. Et si la coccinelle neutralise les pucerons, vous mettez peut-être plus de pesticides. Et si dans la bande enherbée, en bas de la haie, vous avez des carabes qui vous neutralisent les limaces, eh ben vous n'aurez plus besoin de pesticides. Et si dans les petits bois, vous avez des mésanges, mais ça, sur l'histoire de la mésange bleue, je pense que j'ai rien à dire. En tout cas, le carpocaps du pommier, vous allez quand même le neutraliser. Enfin, je vais vous dire, l'agriculture alternative, le contraire de l'agriculture industrielle, une agriculture artisanale, soignée, diversifiée, qui permet d'ailleurs aux agriculteurs, s'ils diversifient, associent agriculture-élevage, si on des cultures diversifiées en rotation, en assolement, etc., c'est aussi celle qui permettra de s'adapter aux dérèglements climatiques. Parce que le dérèglement climatique, ce n'est pas qu'un réchauffement climatique global, c'est une intensité accrue et une fréquence accrue des accidents climatiques. Les canicules, les sécheresses, les inondations, les grêles, les cyclones en Haïti, plus nombreux, plus violents. Bon alors, inutile de vous dire, il faut mettre des systèmes de production plus résilients. Et le vieil adage paysan, c'était quand même de dire, paysan, tiens, on revient à paysan, ne mettons pas tous nos œufs dans un même panier. Donc ça, c'est l'adaptation au dérèglement climatique, ne pas perdre tous ses revenus quand une culture est affectée par un accident climatique, au moins les autres survivront. Donc diversification. Et c'est celui aussi qui émet moins de gaz à effet de serre, qui est capable de séquestrer du carbone et ne pas émettre de protoxyde de carbone, de protoxyde d'azote, excusez-moi, donc très réchauffant. Donc on est aussi en mesure de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre agriculture et de séquestrer du carbone. Je vais vous dire, moi j'ai envie d'encourager ce type d'agriculture. La question de Nadia était un peu celle-là, mais pourquoi tu milites pour l'agroécologie ? Tout simplement pour qu'on puisse nourrir correctement, sans pesticides, et bon gustatif, on va en parler, et durablement, sans péril pour les générations d'après, sans effondrement des abeilles, sans disparition des coccinelles, sans perte de taux d'humus, au contraire en accroissant le taux de carbone dans l'humus des sols et autres, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Je trouve que c'est un bon projet et l'agroécologie me paraît à même d'aller dans ce sens. Merci, Monsieur Dufumier, pour cette présentation très, très passionnante de ce qu'est l'agroécologie. Donc maintenant, nous allons passer à la projection d'un premier extrait de film monté. Alors, les deux documentaires qui ont été rassemblés sont Cultivons la terre et Secret des champs, qui ont été réalisés par Honorine Perrineau. Alors, Monsieur Boinon, vous avez collaboré étroitement à l'élaboration de ces deux documentaires. Quelle a été la démarche qui a été suivie pour ces films ? Oui, effectivement, j'ai fait partie du comité de pilotage de ces deux films. Alors, un paysan qui fait partie d'un comité de pilotage de films, ça a été une expérience assez extraordinaire. Surtout que Honorine, sa formation de base, elle est agro, hein.
Donc voilà, et elle s'est intéressée depuis longtemps à tout ce qui est nouvelles formes de communication. Hein, et puis, bien, Réseau OGM Info, notre association qui parlait des OGM, parce qu'on a créé en 2004 Réseau OGM Info, parce que la région Rhône-Alpes a été la première région, et leur première délibération en 2004, quand ils ont été élus, la région, leur première délibération, c'était région sans OGM. À l'époque, moi, j'étais secrétaire général de la Confédération paysanne Rhône-Alpes, et je suis allé voir Jean-Jacques Kiran, et je lui ai dit merci d'avoir pris cette délibération, mais tu vas la faire vivre comment? Et je lui dis, moi, si je lui posais cette question, c'est que derrière la tête, j'avais une idée, hein, en disant on va créer une association. Hein, après, on l'a appelé Réseau OGM Info, qui va faire de l'information sur les OGM, parce que c'est comme ça qu'on fait vivre, et tu vas nous financer à 100%. Et il nous a dit banco. Après, il ne nous a pas financé à 100% parce qu'il y avait des problèmes d'appel d'offres, enfin, je sais pas. Enfin, il nous a financé à 80%. Ce qui nous a permis de faire des films. Et notamment, on a commencé par faire Cultivons la terre pour une agriculture durable, innovante et sans OGM. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des OGM de plantés en France et il fallait qu'on explique. Parce qu'on allait faire des conférences contre les OGM. Et la question qui nous était tout le temps posée, oui, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre? Donc, le premier film, Cultivons la terre, on a fait un film qui apportait des alternatives, et on s'est dit, il vaut bien mieux être pour une autre agriculture que contre des OGM. Hein, évidemment, ça passait beaucoup mieux, et le premier film, Cultivons la terre, eh bien, c'est des expériences. D'ailleurs, on me voit à un moment donné dans le film en train de poser des petits des essaims de trichogramme. Le trichogramme, c'est une petite guêpe parasitoïde qui pond ses œufs dans les œufs de la pyrale. Et l'OGM est justement fait pour lutter contre la pyrale du maïs. Donc, on a des solutions. Moi, ça fait très, très, très longtemps que j'utilisais les trichogrammes dans mes champs de maïs. Voilà, et ça, on le montre dans ce premier film. Et après, on a fait le deuxième film qui s'appelle Secret des champs. Alors, je ne sais pas comment ils sont... Alors, Cultivons la terre, hein, le voilà, il est ici. Et puis, Secret des champs. Alors, Secret des champs, on est allé encore beaucoup plus loin. Et Honorine est allée encore beaucoup plus loin. On a voulu démontrer comment la plante est belle. Comment la plante, il y a 450 millions d'années, elle a colonisé la surface de la Terre sans avoir besoin de la main de l'homme. La plante, elle a été capable de se nourrir. Et tout à l'heure... parce qu'à l'époque, il y avait des mycorhizes, tu n'en as pas parlé, mais grâce aux mycorhizes, on le voit dans le film, le champignon mycorhizien permet justement d'aller chercher le phosphore dans la roche-mère. Donc pas besoin d'apporter de phosphore soluble, hein, voilà, parce qu'il est capable de le faire. Donc voilà, ça c'est un petit truc que je voulais apporter en plus. Hein, et que moi, qui ai eu... Savoir une chose, c'est que j'ai été plus de 40 ans paysan. Il a fallu faire ce film pour que j'apprenne que les mycorhizes existaient. Oh, j'avais bien entendu parler de mycorhizes quand on parle des truffes. Hein, mais bon, voilà, pour moi, tout le travail des mycorhizes, j'en savais rien. Il a fallu travailler avec Honorine, savoir que ça existait. Alors, vous voyez, le déficit de la formation des paysans qu'il peut avoir. Hein. Et là, elle nous a fait un film. Alors, elles sont capables de se nourrir, je disais. Elles ont été capables de se défendre, puisque certaines plantes prennent des épines, d'autres ont des toxines, etc. Elles sont capables de se défendre. Elles sont même capables, la plante, elle est sublime, elle est même capable de voyager. Puisque dans les îles les plus lointaines, les plus reculées, la plante y est arrivée, sans la main de l'homme. Alors, en subliminal, bien entendu, si la plante est capable de faire tout ça, elle n'a pas besoin de chimie et elle n'a pas besoin d'OGM. Hein, mais ce n'est même pas dit dans le film. Hein. Voilà. Alors, le film, il est séparé en 3 parties. La première partie, c'est l'interaction, la plante et les insectes. Alors, je ne sais pas si on va voir cette partie, mais là, c'est assez fabuleux. On voit par exemple pondre une mouche.
chose que vous n'avez jamais vue, la mouche du chou. Et puis vous voyez un petit Alélocara, la larve de l'Alélocara, qui rentre à l'intérieur de l'œuf de la mouche. L'œuf de la mouche, c'est 0,7 mm. Hein, et elle rentre à l'intérieur et elle se développe à la place de la mouche. Hein, c'est extraordinaire comment ça fonctionne. Et on y voit plein écran. Hein. Vous imaginez un petit peu la patience qu'il a fallu à Honorine pour attendre que la mouche ponde et que l'Alélocara rentre à l'intérieur de la mouche. Hein. Non mais vous voyez, c'est quand même des choses. La deuxième partie, c'est l'interaction avec le sol. Alors là, c'est plus des images de synthèse. Hein, et justement, on voit tout le rôle des mycorhizes, etc. Et on apprend des choses que moi j'ai appris en faisant ce film, des choses assez extraordinaires. Par exemple, on apprend que dans 1 gramme de sol vivant, il y a 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons. Hein? Donc, et que dans 1 hectare de sol, savez-vous combien il y a d'êtres vivants dans 1 hectare de sol? Il y a 10 tonnes d'êtres vivants. Il y a 4 tonnes de vers de terre, il y a 3,5 tonnes de bactéries, plus tous les autres insectes qui vivent dans la surface du sol. C'est-à-dire 10 tonnes, ça représente 15 vaches. Si vous mettez 15 vaches sur une parcelle d'1 hectare, vous les voyez. Ceux-là, vous ne les voyez pas. Et quand vous y allez avec la charrue, eh bien, tout ça, vous y détournez, vous détruisez tout. Hein? Et j'ai un ami d'Amérique latine qui me dit, il parle de terre-mère, la Pachamama. Hein, il me dit, la terre, c'est féminin. La terre, c'est comme une femme. Si tu veux qu'elle soit féconde, il vaut mieux la caresser que la violer. Et la charrue est un socle. Hein. Donc, voilà. Parce que quand vous détournez la terre, vous avez 2 sortes de bactéries. Vous avez les bactéries aérobies et les bactéries anaérobies. Les aérobies vivent dans les 8 premiers centimètres du sol. Les anaérobies vivent entre 8 et 30 cm. Quand vous labourez, vous mettez vos aérobies au fond de l'arrêt et elles crèvent. Et vous mettez vos anaérobies en surface et elles crèvent. Donc là aussi, il y a tout à retravailler. Et ça, dans le film, on essaye d'y montrer. Voilà. Et puis la dernière partie, c'est l'interaction, les plantes entre elles. Et ce que vient d'expliquer Marc, justement, qu'il ne faut aucun rayon du soleil qui tombe, hein, à même le sol, eh bien, en mettant plusieurs sortes, en mettant de la biodiversité dans nos cultures, eh bien, plus aucun rayon de soleil tombe au sol, et c'est beaucoup plus performant. Et là, on a des expériences, et notamment on a une expérience sur du colza, hein, où il a mis 5 choses différentes, hein, de la veste, du colza, de la veste. Alors, il y a que le colza et la veste qui ont résisté à l'hiver, les autres ont gelé. Hein, mais pendant tout l'automne, eh ben, elles ont couvert la surface, après elles ont gelé, et puis après, ben, il y a eu du colza et de la veste récoltée, hein, et il n'y a pas eu besoin de désherber, puisque c'est une question de concurrence, il n'y avait plus de place pour les soi-disant mauvaises herbes, elles n'avaient plus leur place, et ça marche très bien. Vous voyez, c'est des expériences qu'on a menées en France, hein, qui sont... Et puis alors, pour finir, entre ces 3 parties, eh bien, on a un fil rouge, hein, qui s'appelle Marc Dufumier. Ah, j'oubliais, si c'est moi qui suis là ce soir et que ce n'est pas Honorine, Honorine, c'est une jeune réalisatrice, elle a 35 ans, et ben, elle ne se déplace pas à travers la France, parce qu'elle est maman, hein, de 3 enfants, le dernier a que 2 ans, et ça lui est compliqué de circuler, d'abandonner ses enfants. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir, hein, et que c'est moi qui la remplace. Et puis maintenant, ça se sait, c'est moi qui fais à sa place. On va commencer donc la projection de la première partie de film. Alors malheureusement, on ne peut pas passer tous les extraits dans tous les passages qu'on aimerait. On fait confiance. Donc chaque partie, il y aura 2 parties, chacune fait à peu près 20 minutes. Voilà, donc on va commencer maintenant.